Chapitre 1. La boîte à chaussures dans le jardin du presbytère. Le soleil de l'après-midi baignait la verdure du village de Marlécombe, ses rayons se reflétant sur les grilles peintes en blanc du presbytère, les illuminant comme le cadre d'un tableau modeste mais apprécié. C'était un samedi de fin juin, et la fête annuelle de l'église battait son plein. Les villageois s'étaient rassemblés dans la bonne humeur, les dames en robes d'été fleurie, les hommes en tweed ou en costume du dimanche usé mais impeccable, et les enfants s'agitant à la recherche de pommes d'amour, de limonade ou d'un prix au stand de charité. Miss Marple, coiffée d'un chapeau bleu pâle, taillé à maintes reprises au fil des ans, jusqu'à ce qu'il acquiert l'agréable qualité de s'harmoniser parfaitement avec sa chevelure blanche et soignée, était assise sur une chaise pliante non loin de la table de tombola. Elle avait été persuadée, même si persuadée était un mot un peu fort, de prêter son nom au jury du concours de confiture, une tâche qu'elle accomplissait avec un plaisir discret. Après tout, son palais ne s'était jamais trompé sur la teneur en pépins de mûre ou sur le subtil goût acidulé d'une marmelade trop riche. L'air était chargé de parfums mêlés de roses, de génoises et de la fumée légèrement âcre du brasero où grésillaient les saucisses. Les conversations se chevauchaient. Madame Linton déclarait avec une ferveur vertueuse que ces roses auraient gagné si elles avaient été présentées. Le colonel Hewitt se plaignait du déclin du niveau du cricket de village, et la jeune Alice Tranchard chuchotait avec enthousiasme à propos d'un nouveau chapeau qu'elle espérait que son fiancé pourrait lui acheter à Bath. C'était en bref précisément le genre de journée qui rappelait à tous les habitants de Marlécombe la chance qu'ils avaient de vivre dans un endroit où la plus grande excitation était de savoir si l'éponge de Madame Bellamy allait remonter ou couler. Et pourtant, le soir, on parlait de la fête avec un tout autre ton. Le vicaire, le révérend Partridge, était un homme bienveillant, au crâne chauve, dont l'enthousiasme pour l'organisation de tombola dépassait largement son talent pour les sermons. C'est lui qui suggéra, en milieu d'après-midi, que les enfants pourraient profiter d'une chasse au trésor dans le coin le plus reculé du jardin. L'idée fut accueillie par des cris d'enthousiasme et des trépignements. De petits billets avaient été préparés à l'avance, griffonnés d'indices menant à de petits prix, du sucre d'orge, des crayons et des sifflets en fer-blanc bon marché. C'est au cours de cette joyeuse bousculade, tandis que les mères regardaient avec indulgence et que la femme du vicaire s'occupait d'empêcher les enfants de fouler aux pieds ses frontières, que la première note de discorde retentit. « Par ici », appela Peter Linton, un robuste garçon de 10 ans, aux genoux perpétuellement sales. Il s'était aventuré derrière les lilas, un endroit qui n'est pas habituellement le décor des divertissements du presbytère, et il y avait une certaine voix de triomphe stridente dans sa voix. « J'ai trouvé un véritable trésor. » Une poignée d'enfants se rassemblèrent avec empressement. Ce que Peter tenait n'était ni un de ses bons de réduction, ni même les jouets à un demi-penny auxquels il s'attendait. Il s'agissait d'une vieille boîte à chaussures, dont le couvercle s'affaissait et était fermé par une ficelle usée. Elle avait été enfouie sous une fine couche de terre et recouverte de feuilles, mais maintenant, grâce aux efforts enthousiastes de Peter, elle était révélée dans son intégralité. Le vicaire s'approcha précipitamment, mi-amusé, mi-irrité qu'un déchet égaré ait pu gâcher sa chasse soigneusement organisée. « Qu'as-tu donc déterré, mon garçon ? Quelque chose pour la poubelle, sans doute. » Mais lorsque la boîte fut ouverte, la ficelle craquant sous la traction ferme du révérend, les rires s'éteignirent. À l'intérieur se trouvait une liasse de papier décoloré, et posé dessus, quelque chose de petit et d'une incongruité glaçante. Un gant de femme, long et blanc, raidi par le temps et la décoloration. Le tissu portait le léger contour d'une tache, brune sur les bords et plus foncée au centre, dont la forme était terriblement familière. Un instant de silence régna. L'un des plus jeunes enfants gémit. Madame Linton poussa une exclamation aiguë et poussa Peter à s'éloigner de la boîte. Le colonel Hewitt se pencha, les yeux plissés.
Il a l'air bizarre. Du sang, si je ne me trompe. Mais le gant de qui, hein? Le révérend Partridge remit le couvercle à la hâte, l'air troublé. J'imagine que ce n'est rien du tout. Une farce d'enfant, peut-être. Il ne faut pas s'alarmer inutilement. Mais les murmures faut pour recommencer, s'élevant comme des abeilles dérangées hors d'une ruche. À qui appartient ce gant? À qui appartiennent ces papiers? Pourquoi enterrés ici, dans le jardin du presbytère, entre tous? Miss Marple, qui avait observé la scène depuis sa chaise pliante, ne dit rien. Ses yeux bleus, doux et intéressés, scrutèrent les détails. Le ruban effiloché au poignet du gant, la propreté de la liasse de papier, la profondeur où la boîte avait été cachée. Elle remarqua aussi les visages, le déni immédiat de Madame Linton d'avoir jamais vu un tel gant, la pâle agitation de Madame Partridge, la vive curiosité dans le regard d'Alice Tranchard. La fête ne prit pas fin immédiatement, bien sûr. La bienséance villageoise anglaise exigeait que les saucisses soient dégustées, la tombola tirée et les lots distribués. Mais la gaieté s'était dissipée, remplacée par le murmure impatient et craintif des ragots. Le temps que les ombres s'allongent et que les banderoles s'affaissent dans le crépuscule, la boîte à chaussures avait été apportée par le vicaire et le gendarme appelé. Ce soir-là, Marlécombe était animé de murmures. La boîte à chaussures, le gant, la tache. Que signifiait-il? Dans les salons douillés et les cuisines éclairées par les lampes, les théories se multipliaient. Certains évoquaient des histoires de servantes disparues des années auparavant. D'autres parlaient avec scepticisme de braconniers ou de vagabonds. Quelques-uns déclaraient, l'air entendu, que c'était exactement le genre de chose à laquelle on pouvait s'attendre lorsque certaines familles avaient des squelettes dans leurs placards. Miss Marple, dans son petit cottage soigné non loin de l'église, sirotait son chocolat chaud en écoutant les bruits nocturnes du village. Elle ne se joignait pas aux spéculations, même si elle n'était pas insensible à la curiosité. Mais sa curiosité avait toujours pris une forme particulière, pas tant à propos de quoi était produit, mais à propos de pourquoi. Pourquoi avait-on pris la peine d'enterrer une boîte à chaussures dans le jardin du presbytère? Pourquoi un gant? Et pourquoi taché? À quelle main l'avait-on autrefois porté, et dans quelles circonstances l'avait-on retiré? Elle posa sa tasse, croisa les mains sur ses genoux, et laissa ses pensées vagabonder. Les gens se ressemblaient beaucoup, se disait souvent Miss Marple. Le plus petit village était le reflet du monde. Vanité, jalousie, peur, amour, tout cela se retrouvait aussi bien à Marlécombe qu'à Londres ou Paris. Et parfois c'était dans les recoins les plus calmes que se commettaient les actes les plus sombres. Elle soupçonnait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que la boîte à chaussures silencieuse dans le jardin ne se révèle être le signe avant-coureur de quelque chose de bien moins silencieux. Chapitre 2. Le village de Whisper. Le dimanche matin, Marlécombe était en pleine effervescence. Les nouvelles circulaient dans le village avec une rapidité admirable, si l'on ne craignait pas que leur exactitude en pâtisse. La boîte à chaussures et son contenu, découvert la veille après-midi seulement, étaient dès le petit déjeuner le sujet principal des spéculations. Au coin du feu, au-dessus de chaque tasse de thé et sous chaque banc impeccablement ciré de l'église Saint-Barthélemy. Le révérend Partridge avait fait de son mieux pour diriger l'office du matin avec sa cordialité habituelle, mais son sermon sur la charité chrétienne tomba quelque peu à plat face à la curiosité qui déferlait sur l'assemblée. Les murmures, étouffés mais pas totalement étouffés, fusèrent d'un banc à l'autre. Madame Linton, une femme d'une corpulence confortable et d'une assurance redoutable, se pencha vers sa voisine et murmura qu'elle avait « J'ai toujours soupçonné quelque chose d'étrange à propos du terrain du presbytère. » Madame Bellamy, maigre et anxieuse, répondit que c'était clairement connecté à cet horrible incident survenu il y a des années, lorsque la servante de Willowbrook avait disparu sans même une lettre. Miss Marple, assise tranquillement à sa place habituelle, au premier rang, écoutait avec sa douceur habituelle, dissimulant une profonde absorption. Elle remarqua l'empressement avec lequel certains spéculaient,
le malaise d'autres qui auraient préféré tourner leur esprit ailleurs, et la pâleur légère mais perceptible de madame Partridge, tandis qu'elle accompagnait son mari dans le dernier hymne. Le gendarme, M. Pike, s'était rendu au presbytère la veille au soir et avait emporté la boîte à chaussures d'un air grave et important. Cela conférait à l'affaire un caractère officiel, car ceux qui n'avaient été que curieux, voire répugnants, prenaient sous la garde du gendarme un goût de crime. Et le crime, même le plus léger de ses relents, était un aliment de base pour l'imaginaire villageois. En milieu de matinée, alors que les paroissiens sortaient au soleil et échangeaient leurs vœux du dimanche, les discussions s'étaient cristallisées en théorie. Le colonel Hewitt affirma fermement qu'il s'agissait d'un vestige des années de guerre. Il croyait, ou prétendait croire, qu'il s'agissait d'un vestige d'espionnage, laissé derrière lui lorsque les agents secrets régnaient en maître. Madame Linton s'en moqua et affirma que c'était « affaire de femme », une querelle, une jalousie, quelque chose de domestique et de honteux. Pendant ce temps, les plus jeunes, moins retenus par la délicatesse, chuchotaient des histoires de sang et de meurtre avec un frisson mi-peur, mi-joie. Miss Marple ne se joignit pas aux spéculations. Elle observa plutôt. Elle vit Alice Tranchard, la jolie fille du médecin du village, chuchoter avec insistance à son fiancé, le jeune Michael Harcourt, et comment son visage, d'habitude si ouvert et bon enfant, s'assombrit un instant avant qu'il ne force un rire. Elle remarqua que madame Partridge déclinait plus d'une invitation au thé, prétextant un mal de tête, et que le vicaire lui-même paraissait soulagé lorsque la foule se dispersa. Cet après-midi-là, Miss Marple reçut son amie madame Bantry, venue en voiture de St. Mary Mead. Madame Bantry, femme pleine d'entrain, était impatiente d'entendre le récit complet. « Ma chère Jane, une boîte à chaussures dans le jardin du presbytère », s'exclama-t-elle en s'installant avec délectation dans le salon de Miss Marple. « Ça a l'air absolument sordide. Racontez-moi tout, tout. » Miss Marple s'exécuta, à sa manière calme et sans fioriture, en donnant les détails. Elle conclut par un léger haussement d'épaules. Cela peut, bien sûr, ne rien apporter du tout. On garde parfois des choses étranges, et les enterrer a pu sembler pratique. Madame Bantry ne se laissa pas apaiser si facilement. Un gant taché, ça n'a pas l'air de rien. Croyez-moi, Jane, vous aurez encore beaucoup à m'en dire. Et si la police continue à mal faire comme d'habitude, j'espère. Toi garderas un œil vigilant. Miss Marple sourit un peu dédaigneusement. On fait ce qu'on peut, bien sûr, mais je n'ai aucune position officielle. Madame Bantry lui lança un regard perspicace. Le statut officiel ne vous a jamais arrêté. Le soir, le village avait atteint un état étrange. Calme extérieur, excitation intérieure. Le souper était terminé, les prières récitées, les enfants bordés au lit, mais partout, derrière les rideaux et les portes closes, les conjectures fleurissaient. Des théories d'amour, de crimes cachés, de vieux scandales longtemps tenus pour éteints. Marleycombe, qui se targuait de sa tranquillité, se sentit soudain envahi par le frisson inquiétant du soupçon. Avant de se retirer, Miss Marple se tenait à sa fenêtre et observait le presbytère. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une unique lumière dans une pièce à l'étage. Elle se demanda, avec cette obstination silencieuse qui avait résolu bien des énigmes, quel secret avait pu se cacher si longtemps sous les lilas, et pourquoi il avait choisi ce moment précis pour se révéler. Chapitre 3. Petites indications. Le lundi, le village reprit ses activités habituelles avec une vivacité déterminée, comme si l'ordre extérieur pouvait apaiser le frémissement de la curiosité intérieure. Le lait fut déposé sur les marches, le courrier trié dans le petit bureau de poste et boutique, et le cliquetis des roues d'une poussette annonça que Madame Harding, qui faisait tout avec rapidité, était occupée à ses courses. Pourtant, sous cette clameur ordinaire se cachait un silence d'attente, comme un souffle retenu. Quelque chose avait été perturbé, et Marleycombe attendait de voir ce qui allait suivre. Miss Marple partit peu après 9 heures,
un sac enfilé et l'air doux d'une dame déterminée à se procurer 6 grammes de thé et une petite boîte de sardines. Ses yeux bleus, bienveillants et attentifs au regard extérieur, ne manquèrent pas grand-chose. Elle s'arrêta devant la fenêtre de Mrs. Dalloway, où des bonbons durs étaient disposés dans des bocaux en verre, et où un arrangement chancelant d'éventails en papier et de rubans pour les cheveux donnait une impression de fête obtenue avec un budget serré. Au-dessus des rubans, un nouvel étalage avait été imaginé, des gants, soigneusement montés sur des mains cardées. Ce n'étaient pas de longs gants de soirée comme ceux trouvés dans le jardin du presbytère, mais leur vue attirait néanmoins l'attention. À l'intérieur de la boutique, Alice Tranchard se tenait au comptoir et parlait à voix basse à madame Dalloway. La tête penchée, son front légèrement plissé, rappelait celui d'une jeune fille qui, par sa seule volonté, se retient de quelque chose. À l'entrée de Miss Marple, Alice se redressa avec un sourire bref, mais pas totalement réussi. « Bonjour, Miss Marple. Il fait plutôt frais pour un mois de juin, n'est-ce pas ? » « C'est glacial pour les os, » acquiesça aimablement Miss Marple, « mais c'est excellent pour les roses. Elles préfèrent la modestie au thermomètre, j'ai toujours constaté. »« Bonjour, Madame Dalloway. Une bonne petite boîte de sardines si vous en avez, et 60 grammes de votre meilleur thé. Oh, et je me demande si vous utilisez un nettoyant pour gants. Je n'arrête pas de repérer mes vieilles petites dans le jardin. » Madame Dalloway secoua la tête avec la tristesse irrésistible d'une femme qui prend les pénuries comme une offense personnelle. « Plus depuis l'automne dernier, Miss Marple. On peut trouver un pain sec pour le daim de temps en temps, mais rien pour le coton lavable. Quant aux gants longs, eh bien, il n'y a plus de demande. Les dames ne les gardent plus de nos jours. »« Non, » répondit Miss Marple d'un ton placide. « On n'en voit pas souvent. Même si j'ose dire que certains d'entre nous en ont encore quelques-unes qui traînent dans leur tiroir, souvenirs de bals et de moments plus frivoles. » Elle accepta son paquet, les pièces déposées avec la rapidité et la compétence de main qui s'occupaient de si petites transactions depuis des années. « Vous me direz si le nettoyeur de gants doit venir ? »« Oh, je le ferai, » dit madame Dalloway. « On parle d'une camionnette de basse le mois prochain. » Un bain. Les yeux de Miss Marple ne brillèrent que légèrement. Comme c'est pratique, ces fourgons transportent quantité de petites choses utiles, et il paraît qu'ils ont un accord avec les meilleures draperies. Madame Dalloway, fervente partisane du commerce local, bien qu'elle fût disposée à colporter des rumeurs sur ses cousins plus grands, laissa échapper un reniflement qui pouvait être interprété comme un acquiescement. Alice, quant à elle, s'était dirigée vers l'étalage de papier à lettres, comme si celui-ci avait un droit personnel sur elle. Elle toucha un paquet, puis un autre, et finalement choisit un papier à lettres couleur crème, avec un léger filigrane. « Un très joli papier, » observa Miss Marple en s'asseyant à ses côtés. « Je le préfère simple. Les bordures trop voyantes ne font qu'encourager à être plus audacieux qu'il ne faut, je pense toujours. » Alice rit, mais sa bouche était serrée. « C'est pour une invitation que je dois envoyer à la tante de Michael. Elle insiste pour des lettres en bonne et due forme. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. « Les tantes ont généralement de très bonnes idées. » Elle posa légèrement le doigt sur le paquet. Le papier crème filigrané se conserve bien. L'encre ne bave pas dessus. On ne s'en rendrait pas compte avant de voir une ligne tachée dans une lettre censée apaiser les esprits. Le regard d'Alice se porta sur le visage de Miss Marple, peut-être au mot « apaisé », puis se détourna. « Oui, » dit-elle. « Bon, je dois y aller. »« Bonjour, Madame Dalloway. Bonjour, Miss Marple. » Miss Marple la regarda partir. Ce n'était pas ce qu'Alice avait dit, mais ce qu'elle n'avait pas dit. Ces petites hésitations qui trahissaient un cœur occupé par quelque chose qu'il ne pouvait pas encore déclarer. D'après son expérience, les jolies filles qui avaient des secrets étaient comme les gâteaux à la crème dans la vitrine de Madame Bellamy. Inévitablement, quelqu'un enfonçait son pouce dans le glaçage. Elle paya et sortit dans la rue. Le facteur, M. Sykes, passait justement avec son sac, et il inclina sa casquette avec le respect affable dû à une dame qui connaissait toujours le prénom et la santé de sa femme. « Vous serez amené à la cure à un moment donné ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. « J'ai cru comprendre que le gendarme pourrait y être. »« C'est vrai. »
dit M. Sikes. J'ai reçu un message du siège du comté ce matin. Il est vraiment occupé. Silence. Miss Marple laissa échapper un léger soupir, qui pouvait traduire de l'intérêt ou simplement de la sympathie pour un homme débordé. « Veuillez transmettre mes salutations à Madame Partridge. »« Je le ferai, madame. » Elle poursuivit son chemin, non pas en descendant le chemin qui menait à sa chaumière, mais en traversant la prairie vers le portail du presbytère. Elle avait confectionné une éponge ce matin-là, une petite. Il ne faut pas accabler la femme d'un pasteur par sa grandeur, et il lui semblait de pure politesse de lui rendre visite, ces petites politesses étant l'huile qui préserve une paroisse de la rouille. Le jardin du presbytère, théâtre de la découverte de la fête, avait retrouvé son calme. Les guirlandes étaient descendues, les tables à tréteaux étaient empilées. Seuls de légers frottements près des lilas, là où de petits pieds excités avaient fouillé la terre, suggéraient que quelque chose d'inhabituel s'était produit. Miss Marple s'arrêta un instant pour examiner les lieux, nonchalamment, presque comme si le fait de tenir l'éponge en équilibre sur ses mains exigeait un moment de repos. La terre n'était pas durcie, mais retournée délicatement, comme un pudding remué et lissé. Une personne soignée avait fait cela. Les gens soignés, songea Miss Marple, enterrent les choses différemment des gens négligés. Madame Partridge ouvrit la porte elle-même. C'était une femme mince, au nez soucieux, et dotée du tempérament de quelqu'un qui garde son linge en ordre et espère que le monde sera assez reconnaissant pour ne pas le déranger. « Mademoiselle Marple, comme c'est gentil. Entrez, s'il vous plaît. Oh, vous n'auriez pas dû. »« Ce n'est qu'une petite éponge, » dit Miss Marple. Une vieille dame a le don de tenir compagnie. Monsieur Partridge est-il à la maison ? Dans son bureau avec le gendarme. Une voix tendue. Ils sont très occupés. Je ne vous dérangerai pas, murmura Miss Marple, et elle suivit Madame Partridge jusqu'au salon, où un léger soleil tapissait le tapis et où une gerbe de pois de senteur tentait de rassurer. Sur la table d'appoint, une paire de gants, courts, bruns, respectables, était posée. Madame Partridge, voyant le regard de Miss Marple, les ramassa précipitamment. « On est toujours en train de dénigrer les choses, » dit-elle. « C'est comme ça dans les maisons, » approuva Miss Marple. « Ils aiment bien garder des souvenirs de nous dans les coins. » Elle posa l'éponge sur un plat. « Je ne resterai pas, mais je voulais vous dire que Madame Bantry vous envoie ses plus chaleureux souvenirs. » Oh, comme c'est délicieux! Les yeux de Madame Partridge s'illuminèrent, puis s'assombrirent. « J'ai honte du jardin, Miss Marple. Pensez qu'une telle chose ait pu se trouver là, sous les lilas. On se sent impur. » « Il ne faut pas blâmer le jardin, » dit doucement Miss Marple. « Il offre ce qu'on lui demande, des fleurs ou le secret, comme le font les gens. Une histoire très ancienne, si l'on remonte à l'Éden. »« Éden !» Madame Partridge laissa échapper un petit rire forcé et se tamponna le front. « Tu as tout à fait raison. » Derrière la porte, on entendit le grondement de voix et le bruit d'une chaise. Un instant plus tard, l'agent de police, M. Pike, apparut, le vicaire à ses côtés. Pike était petit, trapu, et son importance était-elle une botte fraîchement cirée. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il, surpris et courtois en la voyant. « Nous vous sommes très reconnaissants, Madame Partridge, pour l'éponge. »« Par pur égoïsme, » dit Miss Marple. « Ça m'évite de le manger seul. Monsieur Pike, j'espère que vous pardonnerez à une vieille femme une petite impertinence. Pourriez-vous satisfaire ma curiosité ?» Pike cligna des yeux. « Si c'est une affaire publique, madame. »« Oh là là, non, rien d'officiel. Je me demandais simplement si le gant... » La poitrine de Pike se gonfla. « Je ne peux pas commenter les preuves. »« Bien sûr que non, » dit Miss Marple d'un ton humble. « Je m'inquiétais seulement, voyez-vous, qu'un enfant se coupe le doigt et le tâche. On détesterait imaginer du sang d'enfant dans un gant de femme. » Pike fronça les sourcils, puis céda à la manière des hommes qui refusent de se laisser attirer, mais qui se retrouvent néanmoins attirés. « Pas d'enfant, » dit-il. « Pas de sang récent non plus. Vieux, desséché comme de l'amadou. Et le gant lui-même, gauche ou droit ?» Miss Marple baissa la tête pour examiner son réticule.
La question surgit comme une plume. Pike hésita. « D'accord, dit-il à contre-cœur, mais ça suffit maintenant. »« Plus que suffisant, dit Miss Marple avec un sourire reconnaissant. Vous êtes très patient avec moi. » Le vicaire, qui semblait partagé entre le désir d'être franc et la crainte de compromettre l'enquête, s'éclaira. « Miss Marple a l'esprit le plus pragmatique, dit-il, comme pour excuser un terrier qui renversait parfois les repose-pieds. Nous sommes tous à cran, vous comprenez. Tout à fait, dit Pike, et il se retira, non sans que Miss Marple ait remarqué la légère tache sur le côté de sa manchette droite, d'un gris mélancolique, comme si elle provenait de vieux papiers frottés contre de la laine. Lorsqu'ils furent de partis, Miss Marple laissa ses doigts se poser sur le dossier de la chaise comme pour se stabiliser. Du vieux sang, pensa-t-elle. Un gant droit, pas un jeu alors, ou peut-être le survivant d'une paire. On ne garde jamais le gauche et on jette le droit. À moins que... Elle ne termina pas son « à moins que... » On jette les choses les plus étranges pour les raisons les plus étranges. Mieux vaut ne pas en faire une règle. Elle prit congé avec des mots apaisants et la promesse de revenir si Madame Partridge se sentait seule. De retour au jardin, elle s'arrêta près des lilas, remarqua les petites bordures nettes du sol lissé. Aucune botte imprudente n'y était parvenue, et reprit son chemin vers le chemin. Le colonel Hewitt la héla depuis son portail. « Vous avez entendu, Miss Marple. On dit qu'il y avait des papiers, de vieilles lettres, dans cette boîte infernale. » Il baissa la voix jusqu'à murmurer « Des lettres d'amour. Ha !»« Mon Dieu, dit Miss Marple, j'espère que l'orthographe était bonne. » Le colonel ricana puis reprit ses esprits. « Une sale affaire. J'ai dit à Pike que ça ressemblait à des espions, mais il était stupide comme un clou. »« Les espions préfèrent le papier neuf au vieux, » observa Miss Marple. « Le vieux papier s'effrite et trahit la main, et leur grammaire est souvent excellente. » « Hein ?» Le colonel la fixa du regard, puis rit de nouveau, satisfait d'avoir été distrait. « Vous venez prendre le thé, Miss Marple, je dis. Madame sera ravie. Un nouveau gâteau, une recette de Bath. »« Encore un bain, » murmura Miss Marple, et elle fixa Jeudi avec un sourire. Sur le chemin du retour, elle fit un léger détour par l'église, dont le porche offrait un agréable moment de détente. Le tableau d'affichage conservait son désordre habituel. Répétition de la chorale, réunion des mères, brocante pour les fonds des missionnaires. Mais un coin était occupé par un prospectus imprimé sur du papier bon marché et fragile. Son bord supérieur avait été arraché, peut-être pour enlever une date ou un titre. Miss Marple le toucha légèrement. Le papier était d'un type qui se décolore sur les bords et laisse un léger voile de poussière sur le doigt. Le vieux papier fait ça lorsqu'il est collé contre du tissu, pensa-t-elle en imaginant la tache grise sur le poignet de l'agent Pike. Elle s'agenouilla un instant sur le premier banc. Elle trouvait la prière très pratique. Lorsqu'elle se releva, elle avait trié ce qu'elle savait. Un vieux gant droit, du sang séché, une liasse de papier, la propreté de l'enterrement, la fraîcheur de la découverte. Et dans ce dernier cas, un autre petit doute s'était installé. À la maison, elle alluma la bouilloire et sortit un petit carnet du tiroir, à côté d'un crochet à boutons et d'une bobine de coton à repriser. Sur la première page, elle écrivit de petites lignes nettes, gants, long, main droite, vieux sang, bracelet de poignet effiloché, légère odeur, quelqu'un l'a-t-il remarqué, papier, cassant, poussière, peut-être des comptes d'église ou de ménage. Le brassard de Pike est marqué. Enterrement propre, peu profond, sol fraîchement lissé à la fête, mais racines de lilas non perturbées. Travail rapide, récent. Elle marqua une pause. Les racines l'avaient intéressée. Un jardinier négligent creuserait la terre meuble la plus proche. Une personne prudente choisirait un endroit qui ne nuirait pas à la plante. Pourtant, les petites éraflures qu'elle avait aperçues était très proche de la surface, ressemblant davantage à une couverture temporaire qu'à un long sommeil. Une boîte cachée depuis longtemps a tendance à s'enfoncer,
à être absorbée par la terre. Celle-ci était restée fièrement plantée là, comme mise de côté, tel un colis destiné à être rapporté. Elle tourna la page et ajouta 2 noms. Alice Tranchard. Anxieux. Achat de papier à lettres couleur crème. Mention de l'attente. Pourquoi aujourd'hui? Madame Partridge. En détresse. Gants sur la table. Maison en ordre. N'aime pas le désordre de l'idée. Il y avait bien sûr d'autres noms à ajouter. Madame Linton avec ses opinions, le colonel Hewitt avec sa vigueur. Mais ces deux-là semblaient plus proches de la petite toile qui avait commencé, presque d'elle-même, à se tisser dans l'esprit de Miss Marple. L'après-midi, elle se remit à tricoter et s'accorda le plaisir d'une conversation radiophonique sur les roses, tout en écoutant, au loin, les bruits du village. Une charrette, un rire, le cliquetis lointain de la vaisselle, et une fois, le pas rapide de Michael Harcourt. Elle l'entendit s'arrêter au portail, hésiter, puis poursuivre sa route. Elle ne regarda pas dehors. On en apprend davantage, parfois, en ne semblant pas regarder. À 4 heures, on frappa à sa porte. C'était M. Pike, dont l'importance était un peu entamée. « Je vous demande pardon, Miss Marple. Le pasteur a pensé que vous aviez peut-être, vu quelque chose d'inhabituel près des lilas. Vous étiez à la fête, si j'ai bien compris. » « En effet, » dit Miss Marple, « et j'ai vu un petit garçon découvrir une boîte à chaussures. » Pike rougit, que ce soit devant l'insuffisance de cette contribution ou par le rappel que ce sont parfois des enfants et non des policiers qui mettent leur nez au cœur des affaires. « Rien d'autre, madame ? » « 1 ou 2 petits détails, » dit Miss Marple. « La façon dont le sol avait été tapoté, la hauteur à laquelle la boîte reposait, pas du tout profonde, vous savez, et la ficelle, abîmée certes, mais nouée avec soin autrefois. Un nœud de marin aurait été trop solide, c'était une attache soignée pour femme, tirer, rentrer, finir. » Le crayon de Pike flottait. « Tu crois qu'une femme l'a enterré ? » « Je pense qu'une personne bien ordonnée l'a fait, » dit Miss Marple d'un ton posé. « L'enterrement est une autre histoire. Les hommes sont souvent impatients avec les bêches. » Pike grogna. « Le comté a envoyé chercher les papiers. Un expert va les examiner. »« Comme c'est raisonnable, » murmura Miss Marple. « Les experts ont un don pour le papier. Ils le lisent comme d'autres lisent les visages. » Pike se traîna. « On parle, » dit-il, puis il se retint. « Bon, si tu te souviens de quelque chose. »« Je vous le dis tout de suite, » promit Miss Marple. « J'admire les bonnes manières. » Après son départ, elle resta assise un moment sans bouger. L'expert viendrait examiner les papiers. C'était excellent. Mais les papiers ne disent que ce qu'ils disent. Les gens disent le reste, avec leurs mains, leurs yeux et leurs petites manières, quand leurs pensées s'alourdissent. Elle avait appris depuis longtemps que la vérité, dans les villages, porte les habits des gens. Un bon chapeau, une manchette retroussée, une goutte de savon sur le dos de la main. Vers le soir, elle retourna au parc. Elle y rencontra le docteur Tranchard, le père d'Alice, dont le visage bienveillant était teinté d'inquiétude. Il accueillit Miss Marple avec la chaleur réservée aux personnes vraiment dignes de confiance. « Ma fille, » dit-il après les premières politesses, « est très agitée depuis la fête. Des nerfs, peut-être. Ce n'est pas son genre. Les nerfs peuvent être très présents chez tout le monde, » dit doucement Miss Marple. « A-t-elle dormi ? » Malheureusement. Elle parlait d'écrire à sa tante Lydia à Bath. « Bath, » répéta Miss Marple comme si elle comparait 2 nuances de ruban. « Une ville si utile. On y trouve tout. Des gants, des vanités et des opinions. » Elle lui sourit. « Une lettre lui fera peut-être du bien. C'est une façon de prendre un peu de recul. »« Oui, » dit-il avec gratitude. « Oui, peut-être. » Ils se séparèrent. Le docteur applaudit un instant. Miss Marple resta un moment à contempler le toit du presbytère à travers les feuilles de lilas qui effleuraient l'air de légers soupirs. Elle rentra ensuite chez elle par le plus long chemin, longeant le sentier qui menait, si l'on suivait assez loin, à Willowbrook et à l'histoire d'une servante disparue des années auparavant, n'ayant laissé derrière elle, selon les rumeurs du village, que des murmures et une cicatrice sur l'orgueil d'une famille. De retour à son chalet,
Elle prépara un dîner léger, et, l'habitude étant une amie en ces temps difficiles, lava aussitôt sa petite vaisselle. Puis elle se rassit avec son carnet et ajouta une petite étoile à côté de gant droit. Un gant droit engage la main gauche de celui qui le porte au monde. On montre sa bague, on écrit ses lettres, on lève son voile, tout cela avec la gauche, tandis que la droite est habillée. C'est une chose étrange, peut-être seulement l'imagination d'une vieille femme, mais parfois l'imagination est un petit chemin qui mène à une porte bien solide. Miss Marple ferma le carnet et joignit les mains. Il y en aurait d'autres. Il y en a toujours d'autres, une fois le premier fil trouvé et tiré. Pour l'instant, elle sentait le nœud et avait la certitude que quelqu'un à Marlécombe observait les lilas avec autant d'anxiété qu'elle, quoique pour des raisons bien différentes. Chapitre 4. La première arrestation. Mardi matin, les spéculations qui avaient si délicieusement occupé Marlécombe ne suffisaient plus. Il fallait quelque chose de concret, quelque chose qui ancrerait les rumeurs dans la réalité. Ce quelque chose arriva sous la forme de l'agent Pike, qui, après une visite précipitée de l'inspecteur du comté la veille au soir, déclara avec la gravité d'un homme investi d'une autorité démesurée qu'un suspect avait été placé en garde à vue. C'était M. William Sims, l'homme à tout faire, qui vivait dans une maison délabrée à l'extrémité du village. C'était un homme nerveux et discret, la quarantaine avancée, connu pour boire trop quand il en avait les moyens et pour travailler quand le besoin s'en faisait sentir. Sa réputation était mauvaise, mais pas de criminel actif. Les portails cassés restaient cassés une fois réparés par Sims. La peinture s'écaillait peu après le passage de son pinceau, et plus d'un poulailler s'était retrouvé étrangement plus clair après qu'il eût été embauché pour en réparer la porte. Pourtant, il avait toujours frôlé la respectabilité, pas au point d'être complètement exclu de la vie du village. Cependant, l'agent Pike annonça que des papiers découverts dans la boîte à chaussures portaient des inscriptions similaires à celles retrouvées dans le cottage de Sims, de vieilles factures, des reçus, etc. De plus, une voisine déclara l'avoir vu un jour porter ce qui ressemblait fort à un gant de femme et qu'il avait dit qu'il était à raccommoder. Ces broutilles, combinées à son manque de respect général, suffisaient aux yeux de Pike à justifier son arrestation. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À l'heure du petit déjeuner, Madame Linton proclamait chez le boucher qu'elle avait toujours connu Sims allait connaître une fin tragique. Le colonel Hewitt exprima sa satisfaction que sa théorie des agents ennemis n'ait pas été réfutée. Ces types choisissent toujours des vauriens et des ivrognes pour leurs outils, vous savez. Le salon de Madame Bellamy était rempli de dames discutant si le gant n'avait pas appartenu à une malheureuse femme attirée par Sims dans les bois. En bref, ce fut une matinée aussi animée que Marlécombe en avait connue depuis des années. Miss Marple, cependant, resta impassible. Elle était assise dans son salon bien rangé, tricotant, et écoutait Madame Bantry qui s'était précipitée dès qu'elle avait entendu. « Ma chère Jane, tu dois être au courant. Ils ont arrêté Sims. Quel soulagement, n'est-ce pas? C'est une sacrée créature et je n'ai jamais aimé son allure. Toujours avachie, et cette horrible petite toux. Horrible. Mais c'est un réconfort que ce soit réglé. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « Fixées peut-être, dit-elle, même si parfois les choses fixées finissent pas par se défaire. Il faut faire attention au type de nœud qu'on fait. » Madame Bantry lui lança un regard noir. « Tu ne penses pas qu'il l'a fait? »« Je pense, dit Miss Marple d'un ton doux, que M. Sims aime beaucoup éviter le travail, mais enterrer soigneusement une boîte à chaussures sous des lilas me paraît bien plus délicat qu'il n'en a l'habitude. Et il y a l'histoire de la ficelle. Elle était nouée avec soin autrefois. Je n'aurais pas dit que cela ressemblait beaucoup à M. Sims. Mais les journaux, les vieilles factures, je comprends. Il arrive que des hommes négligents perdent ce genre de choses. Mais les hommes, et les femmes, prudents, ramassent souvent ce qui traîne et s'en servent quand l'occasion l'exige. Il y a une différence entre rédiger une facture et en avoir une en sa possession. Madame Bantry renifla. « Vous êtes trop subtile pour moi, Jane. Si la police est satisfaite, je suppose que nous aussi. »
Miss Marple sourit gentiment. La police a ses propres devoirs. Le nôtre peut-être consiste simplement à remarquer ce qui était naturel et ce qui ne l'est pas. Cet après-midi-là, Miss Marple descendit le chemin qui passait devant la maison de Sims. Un petit groupe de villageois curieux s'y était rassemblé, espérant apercevoir le gendarme l'emmenant. La maison elle-même s'enfonçait dans la haie, son toit rafistolé de tuiles bizarres, son jardin un désert d'orties. Les poules qui y grattaient étaient maigres et mal soignées, même si elles gloussaient avec indignation face à la foule. Miss Marple, s'arrêtant devant le portail, demanda des nouvelles de Madame Sims. Une femme maigre et usée, les mains rouges et un foulard serré sous le menton. Debout sur le perron, elle tordait son tablier. « C'est vraiment dommage, » déclara-t-elle d'une voix stridente. « Bill n'a jamais enterré de boîte à chaussures. Il n'a pas le sens du détail, ni la patience. Et pour ce qui est des gants... » « Eh bien, il ne peut pas garder ses propres mitaines, encore moins celles d'une dame. »« Mon Dieu, » dit doucement Miss Marple, « cela doit être très pénible pour vous. »« C'est vrai, » dit Madame Sims d'une voix brisée. « Ils l'ont emmené au comté, vraiment. Et moi, je suis partie sans personne pour s'occuper du toit qui fuit, ni pour nourrir correctement les poules. » Plusieurs villageois exprimèrent leur sympathie, avec la curiosité de ceux qui savouraient la scène. Miss Marple serra doucement la main de Madame Sims et poursuivit son chemin, l'esprit occupé. Ce soir-là, tandis qu'elle arrosait ses rosiers, Miss Marple repensa à l'enterrement soigné, au ruban effiloché du gant, à la poussière de papier friable et aux regards inquiets échangés entre Alice Tranchard et son fiancé. Non pas qu'elle fût certaine de l'innocence de Sims, mais simplement que sa culpabilité aurait été trop simple, trop confortable pour tout le monde. Les villages aimaient les boucs émissaires, et Sims, avec son manteau élimé et ses poules mal entretenues, convenait trop parfaitement à ce rôle. Non, pensa-t-elle en posant l'arrosoir, la boîte à chaussures n'était pas l'œuvre de Sims. Il était trop négligé pour organiser un enterrement aussi soigné. Quelqu'un d'autre l'avait choisi comme ombre commode. Et d'après l'expérience de Miss Marple, la vérité en de telles affaires se trouvait souvent non pas dans l'ombre, mais dans la main qui la projetait. Chapitre 5 Murmures et ombres. Mercredi matin, l'arrestation de William Sims avait déjà perdu de sa saveur. Les villageois, après avoir savouré le premier frisson, commencèrent à avoir soif de nouvelles bouchées. À Marlécombe, comme dans toute petite localité, les ragots ne se contentaient jamais d'un seul plat. Il fallait une table pleine, avec ses accompagnements de scandale et ses doux desserts de conjectures. Et ainsi, comme toujours, la conversation passa de la boîte à chaussures elle-même à la vie privée de ceux qui pourraient, juste peut-être, y être mêlés. Au bureau de poste, Madame Linton déclara avec sa vigueur habituelle que toute l'affaire était certainement liée au Tranchard. Le docteur Tranchard, aussi respectable fût-il, avait un frère à Londres qui, selon Madame Linton, avait été en difficulté à propos d'argent. « Et là où il y a des problèmes d'argent, dit-elle fermement, il y a des secrets. Je le dis toujours. » Madame Bellamy rétorqua avec la même certitude que le presbytère lui-même devait être au cœur de tout cela. Après tout, les choses ne s'enfouissent pas sous les lilas. Et Madame Partridge regarda le plus particulier à l'église dimanche. Plutôt coupable, à mon avis. Pendant ce temps, les plus jeunes murmuraient au sujet d'Alice Tranchard. Ses regards indiscrets, ses rougeurs soudaines, tout cela n'était pas passé inaperçu. Alice, la pauvre fille, se retrouvait au centre de spéculations qu'elle n'avait jamais suscitées, son joli visage servant de toile de fond à l'imagination des autres. Certains disaient qu'elle s'était disputée avec son fiancé, Michael Harcourt, d'autres qu'elle avait écrit des lettres à un autre homme. Il était étonnant de voir avec quelle rapidité une boîte à chaussures dans un jardin pouvait se transformer en une question de fidélité et de ruine. Miss Marple, comme à son habitude, ne se mêlait ni ne décourageait les commérages. Elle écoutait. D'après son expérience, les vérités les plus extraordinaires surgissaient souvent au milieu des bavardages ordinaires, à condition d'avoir l'oreille pour saisir les petites notes dissonantes.
Cet après-midi-là, elle croisa Alice elle-même, marchant d'un pas rapide dans le chemin, une lettre serrée à la main. Son visage était pâle et ses manières agitées. « Bonjour, ma chère, » dit Miss Marple, marquant une pause, semblant ajuster la bandoulière de son sac à main. « Une belle journée pour la correspondance. » Alice rougit. « Oui, oui, il faut que je prenne le courrier. »« À Bath, je suppose. » Alice lui lança un regard rapide. « Pourquoi dis-tu ça ?»« Oh, seulement parce que je croyais que tu avais parlé de ta tante Lydia chez Madame Dalloway l'autre jour. J'ai toujours trouvé que Bath était une ville très confortable. On y va pour la santé ou pour la discrétion. Deux choses utiles, tu ne trouves pas ?» Alice pinça les lèvres, puis parvint à sourire. « Oui, vraiment utile. Bonjour, Miss Marple. » Et elle se hâta, l'enveloppe glissant dans sa main nerveuse comme si elle lui brûlait les doigts. Miss Marple resta un instant à la regarder s'éloigner. Elle ne la poursuivit pas. Quand on a vécu assez longtemps, on apprend qu'appuyer trop fort et trop tôt fait souvent claquer les portes. Mieux valait attendre et laisser les gonds s'ouvrir d'eux-mêmes. Ce soir-là, le colonel Hewitt rendit visite à Miss Marple avec l'air d'un homme délivrant des renseignements importants. « Ma chère Miss Marple, » tonna-t-il, « je tiens de sources sûres, que ces papiers n'étaient pas de simples factures et des âneries comme le suppose Spike. C'étaient des lettres d'amour, écrites d'une main très féminine. » Il se pencha en avant, confidentiel. « À un gentleman, pas à son mari si vous voyez ce que je veux dire. » Miss Marple parut impressionnée. « Mon Dieu, c'est très intéressant. Était-il signé ?» Le colonel parut momentanément démoralisé. « Ah, je ne peux pas le dire. Mais je tiens de Madame Linton, qu'il a elle-même appris d'un ami de son cousin dans le comté, que l'affaire indiscrétion, c'est la racine de tout. Les femmes et leurs émotions, vous savez. Des choses dangereuses. »« Très dangereux, » acquiesça sereinement Miss Marple. « Mais j'ai remarqué, colonel, que les lettres, d'amour ou autres, ne sont pas toujours écrites. Par ceux à qui on les attribue. L'écriture manuscrite peut être imitée. Et parfois, une lettre que l'on croit privée est destinée à être retrouvée. » Le colonel la regarda avec une admiration mêlée de perplexité. « Remarquable, Miss Marple, remarquable. Vous avez l'âme d'un officier de Scotland Yard. »« Oh non, colonel, » dit Miss Marple modestement. « Je ne pense qu'à la nature humaine. Elle est partout la même, que ce soit au village ou à la ville. Les gens se trahissent, vous savez. Ils le font toujours. » Jeudi, Miss Marple prit le thé chez les Hewitt comme promis. Autour d'un biscuit délicat parfumé aux amandes, Madame Hewitt confia que Madame Partridge avait été vue en pleurs dans son jardin au crépuscule. « Et elle est si ordonnée, Jane. C'est tout à fait anormal qu'elle soit en larmes. Je ne peux m'empêcher de penser que tout est lié. » Miss Marple écoutait en sirotant son thé. Madame Partridge pleurait. Alice écrivait des lettres nerveuses. Le colonel Hewitt répétait des rumeurs d'amour. Tout cela formait un motif. Pas encore complet, mais suffisant pour montrer que la boîte à chaussures avait arraché des fils à de nombreux coins du village. Cette nuit-là, écrivant à nouveau dans son carnet, Miss Marple ajouta à sa liste « Alice Tranchard, lettre à Bath, nerveux, secret avec Michael, Madame Partridge, vue en larmes, culpabilité ou peur, colonel Hewitt, parle de lettres d'amour. La rumeur se propage rapidement. Boîte à chaussures. Pas si vieux. Le sol semblait frais. Pourtant le gant était désaffecté depuis longtemps. Elle tapota doucement le papier avec son crayon. Des secrets, oui. La boîte à chaussures avait agi comme une pierre tombée dans un étang calme. Les ondulations s'étendaient de plus en plus, perturbant des eaux qui semblaient être calmes depuis des années. Et quelque part, cachée parmi les ondulations, se trouvait la véritable source de la perturbation. Chapitre 6. La deuxième découverte. Vendredi se leva sous un ciel pâle et incertain. Un fin voile nuageux obscurcissait le soleil, et Marlécombe semblait s'être maintenu dans un calme étrange. Même les moineaux sur la pelouse gazouillaient moins bruyamment que d'habitude, comme si le village lui-même était à l'écoute de quelque chose. Au milieu de la matinée, le silence fut rompu. Un garçon de 12 ans, Harry Briggs, descendit le chemin à toute vitesse, essoufflé,
la casquette de travers et les cheveux hérissés de sueur. On l'avait envoyé ramasser du petit bois dans le taillis près de la rivière. Il apporta à la place une histoire qui vidait les chaumières et attirait les villageois dans la rue comme de la limaille de fer vers un aimant. Il avait trouvé une autre boîte. Celui-ci était plus petit, en bois, pas en carton, et il avait été coincé sous les racines d'un sureau, comme si quelqu'un l'avait jeté là à la hâte. Son couvercle était fendu, et lorsque le garçon l'ouvrit, il trouva à l'intérieur une liasse de papier semblable à la première, mais aussi quelque chose qui fit pâlir même les villageois les plus audacieux. Une bague. Bague pour femme, en or, sertie d'un petit saphir. Sur l'anneau intérieur, une gravure. Des urgences à elle. À l'arrivée de l'agent Pike, la moitié du village l'avait déjà aperçu. Des murmures s'élevèrent comme de la fumée. De qui s'agissait-il? U.R. Elle. Serait-ce Elinor Rowe, la fille du meunier qui avait quitté Marleycombe en disgrâce des années auparavant? Ou Lydia, tante Lydia, la tante d'Alice à Bath? Quelqu'un murmura à propos de Lucy, autrefois servante au presbytère, disparue si soudainement 10 ans plus tôt. Pike prit possession de la boîte en regardant la foule d'un air renfrogné. « Vous n'avez pas le droit de vous mêler de tout ça. Les preuves doivent rester confidentielles. » Mais le mal était fait. Les secrets autrefois évoqués étaient désormais masqués par des noms. Ce soir-là, Marleycombe était en émoi. À l'auberge, les hommes spéculaient sur leur pinte. « Croyez-moi, dit l'un d'eux, la servante Lucy a été éliminée, et ceci en était la preuve. » Au salon de Madame Bellamy, les dames discutaient à voix basse pour savoir si la gravure pouvait indiquer une liaison secrète. Dans son cottage, Miss Marple se versa une petite tasse de chocolat et réfléchit à la question. La première boîte à chaussures avait été propre, soignée, son enterrement presque cérémonieux. La seconde était différente, grossière, fabriquée à la hâte, cachée dans un endroit où elle aurait moins de chances d'être retrouvée, sauf par hasard. On pourrait presque croire qu'elles avaient été plantées à des époques différentes, peut-être même par des mains différentes. Mais ce qui l'intéressait le plus n'était pas la boîte elle-même, mais les initiales à l'intérieur de la bague. Urgence à elle. Les gravures racontaient des histoires, et les histoires des villages avaient tendance à perdurer plus longtemps qu'on ne voulait l'admettre. Elle se souvenait de Lucy, la servante, une jeune fille discrète, modeste, au sourire timide. Elle avait disparu un hiver sans dire adieu, ne laissant derrière elle que des spéculations. On avait dit qu'elle s'était enfuie avec un soldat. On disait toujours ce genre de choses. Miss Marple, cependant, n'en avait jamais été certaine. Le lendemain matin, Miss Marple rendit visite à Madame Partridge. Elle trouva la femme du pasteur pâle et fatiguée, les yeux cernés comme si elle avait peu dormi. « Cela doit être terrible pour vous, ma chère, » dit doucement Miss Marple, « de voir votre jardin transformé en une scène d'une telle curiosité. » Madame Partridge émit un rire faible et cassant. « Oui, vraiment épouvantable. Mais je suppose que ce n'est pas la faute du jardin. » « Bien sûr que non. Les jardins ne contiennent que ce qu'on leur donne. » Miss Marple posa le petit panier qu'elle avait apporté, quelques scones et un pot de confiture. « Vous souvenez-vous de Lucy, votre femme de chambre d'il y a des années? Une fille si gentille. Je me demande si elle a jamais eu un prétendant. » La main de Madame Partridge tremblait tandis qu'elle versait le thé. Quelques gouttes se répandirent dans la soucoupe. « Un prétendant? Non. Du moins, pas à ma connaissance. » Elle pressa la tasse vers Miss Marple, les yeux trop brillants. « Du sucre? » Miss Marple accepta le thé, le visage doux. « Merci, ma chère. 2 morceaux, s'il vous plaît. » Elle ne posa pas d'autres questions, mais elle remarqua la main tremblante, le déni rapide. C'était la peur, et non l'ignorance, qui avait motivé cette réponse. Sur le chemin du retour, Miss Marple s'arrêta au parc, où elle rencontra le docteur Tranchard. Il semblait épuisé, comme s'il avait lui aussi mal dormi. « Triste affaire, Miss Marple, » dit-il gravement. « Ces reliques exhumées après tant d'années. Ça perturbe tout le monde. »« Oui, tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Mais parfois, le passé demande à être rappelé. Je me demande, Lucy est-elle déjà venue vous voir comme patiente? »
Le médecin fronça les sourcils. Une ou deux fois, oui. C'était une jeune femme en bonne santé, malgré les broutilles habituelles. Pourquoi cette question? Oh, sans raison, dit Miss Marple avec son doux sourire. Je pense simplement que la santé et le bonheur vont souvent de pair, ou se séparent. Une fille en bonne santé qui disparaît subitement laisse souvent plus d'un mystère derrière elle. Le médecin hocha la tête, distrait. Oui, oui, tout à fait. Miss Marple le regarda s'éloigner précipitamment, son esprit cherchant à relier le nouvel indice à l'ancien. Un gant, une liasse de papier, et maintenant une bague à ses initiales. Ensemble, ils désignaient non seulement un scandale, mais aussi une histoire profondément enfouie dans le sol de Marleycombe. Et Miss Marple, qui comprenait mieux que quiconque que les cœurs humains ne changent pas avec le temps, soupçonnait que l'histoire n'était pas encore terminée. Chapitre 7. Le filet des petites courtoisies. Le samedi matin, le village arborait son visage le plus innocent. Le soleil illuminait les loquets des portes. Une teinte bleue illuminait les haies, où les bleuets insistaient sur leur importance, et le calme des ménagères faisant lever le pain. Cette innocence sied parfaitement à Marleycombe. On y croyait volontiers. Mais Miss Marple, qui avait vécu longtemps et avait écouté attentivement tout le temps, savait que l'innocence dans les villages était comme la crème sur le lait, une matière superficielle, facilement perturbée. Assise à son petit bureau, lunettes au bout du nez, elle rédigea 3 notes de sa petite écriture soignée. Elles n'étaient pas tout à fait semblables, cela aurait été trop évident, mais elles avaient un air de famille, tant leurs suppositions douces que leurs omissions prudentes. La première était adressée à Madame Partridge. « Mon cher, je me suis demandé combien il devait être pénible d'entendre tant de conversations sur votre jardin. Puis-je vous proposer quelque chose pour atténuer ce désagrément? Si, après les vêpres de demain, la salle paroissiale dressait une petite table intitulée « Objets trouvés, faites », et si nous y déposions des bricoles, gants, écharpes, un ruban d'enfant, j'en ai un, alors l'affaire du gant long pourrait passer inaperçue, comme une simple bagatelle égarée parmi tant d'autres. Je serais heureux d'aider à recevoir de tels articles. Votre affectueux J.M. La deuxième lettre s'adressait à l'agent Pike, sur un ton différent. Cher Monsieur Pike, vous avez la bonté de supporter les caprices d'une vieille femme. S'il y avait une table des objets trouvés après les vêpres, et que vous vous trouviez, sans aucune apparence de vigilance, dans la sacristie attenante, la porte entr'ouverte, cela vous éviterait peut-être bien des ennuis plus tard. On range souvent ce qui ne nous appartient pas quand on est nerveux. Cordialement, Jane Marple. La troisième était adressée à Madame Dalloway du bureau de poste, qui, étant chargée à la fois des avis et des opinions, était aussi utile que n'importe quelle gazette officielle. Chère Madame Dalloway, auriez-vous l'amabilité de faire savoir, sans faire de bruit, qu'un petit assortiment d'objets trouvés lors de la fête sera exposé dans la salle demain après les vêpres? On m'a dit que le camion de draperie de Bath devait arriver la semaine prochaine. Peut-être que les gants non réclamés pourraient être envoyés avec pour nettoyage. Avec mes remerciements, J.M. Miss Marple épongea les billets, coiffa son chapeau et sortit pour les distribuer. Elle ne se pressa pas. Il ne faut jamais se presser au début d'un filet. Les poissons craignent les éclaboussures. À midi, l'idée d'une table des objets trouvés s'était répandue dans le village comme le thé dans la mousseline. Madame Dalloway en avait parlé à 3 personnes en l'espace de 2 minutes, ce qui signifiait bien plus que 3 à la fin de l'heure. L'annonce, apposée sur le porche de l'église d'une écriture soignée, disait tout et rien. Lost property. Fête. Les articles peuvent être récupérés dans la salle paroissiale après les vêpres, dimanche. Pour toute demande, veuillez contacter Madame Partridge ou Mademoiselle Marple. Il n'y avait aucune mention d'une boîte à chaussures ou de bagues avec des initiales. Il n'y en a jamais dans un vrai filet. Miss Marple, vaquant à ses petites courses, suscita des réactions aussi vives qu'on reçoit la météo, curieusement mais sans commentaire. Madame Linton déclara l'idée très raisonnable. En effet, elle se souvint aussitôt d'une écharpe qu'elle n'avait jamais possédée et qui gagnerait à être remise dans son tiroir.
Le colonel Hewitt grommela que la bienséance exigeait que le gendarme surveille tout ce qui concernait les gants, suggestion que Miss Marple accueillit avec un accord ravi. Le docteur Tranchard, qu'elle rencontra devant son cabinet, semblait fatigué et dit que peut-être quelque chose d'ordinaire soulagerait la paroisse. Et Alice? Eh bien, Alice rougit, lança un salut hésitant et passa en hâte comme si le vent s'était refroidi. Miss Marple observa la jeune fille s'éloigner avec une certaine tendresse. Les épaules des jeunes gens ont une forme particulière lorsqu'ils portent un secret. Elles ne s'expriment pas par une courbure, mais par une légèreté soutenue, comme s'ils cherchaient à devenir trop légers pour être démasqués par un fardeau. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite au presbytère. Elle trouva Madame Partridge reconnaissante de la suggestion, oscillant entre excuses et soulagement. Le vicaire, convoqué, approuva le projet avec une profonde gratitude. « Oui, oui, excellent, excellent, Miss Marple. Tout pour retrouver un peu de normalité. »« Les choses ordinaires sont souvent les plus utiles, » disait Miss Marple. « Les gens se souviennent d'eux-mêmes en présence de théières et de tables. »« Tout à fait, » dit le révérend Partridge, bien que ses yeux aient un air trouble qui suggérait que le thé ne l'avait pas fortifié ces derniers temps. L'agent Pike apparut à la porte exactement comme Miss Marple l'avait prévu, l'air d'un homme ravi de découvrir qu'une idée lui appartient aussi. « J'ai pensé qu'il valait mieux garder l'œil ouvert, » annonça-t-il, « juste pour m'assurer que rien ne se perde. »« C'est très attentionné, » dit Miss Marple, « mais peut-être qu'un peu de vigilance serait plus efficace si c'était invisible. La porte de la sacristie grince, Monsieur Pike. Si quelqu'un avait une goutte d'huile. » Madame Partridge se dépêcha d'aller chercher le pot de ménage, pleine de gratitude et d'agitation. Pike, ainsi occupé, s'attaqua à la charnière. Difficile d'avoir l'air prévenant quand on s'occupe d'un grincement. La salle fut bientôt aménagée dans un style agréable et familial. Une table simple avec une nappe blanche, quelques bricoles que Miss Marple avait réussi à faire exister, un ruban d'enfant, un gant orphelin, court, beige et parfaitement convenable, un mouchoir à bordure bleue délavée, une écharpe d'homme trop longue pour sa dignité. Aucun long gant blanc ne reposait sur la table. Il n'avait jamais été prévu qu'il en soit ainsi. La vie ne demandait que l'idée de gants. Les idées sont le meilleur appât. Le thé sera servi après les vêpres, décida Madame Partridge, trouvant des forces dans la logistique. Simple, bien sûr, et peut-être une assiette de biscuits. On veut que ce soit, comment dire, sans exception. Les choses banales attirent souvent les comportements les plus exceptionnels, murmura Miss Marple. Je m'occuperai des biscuits. Le dimanche, le village s'habillait pour se montrer respectable. Les vêpres attiraient une bonne assemblée. Les gens sont plus dévots que d'habitude lorsque la curiosité et la conscience s'unissent. Les psaumes furent chantés doucement. Le sermon fut bref. Miss Marple, à sa place habituelle, observait des distinctions que d'autres oubliaient. Elle vit Alice garder les yeux fixés sur le tableau des cantiques plutôt que sur son livre de prières. Vit la mâchoire de Michael Harcourt serrée avec cet entêtement que les jeunes prennent pour du courage. Vit les mains gantées de Madame Partridge plier et replier le bord de son ordre avec une minutie semblable à la peur d'avoir l'air soigné. Lorsque le dernier amen fut gravé dans les poutres, on entendit ce grincement et ce bruit de pas agréables, plus associés au thé qu'à la prière. La paroisse s'installa dans la salle. Miss Marple prit place près de la table des objets trouvés, une silhouette confortable vêtue de bleu pâle, et bavarda de détails avec ceux qui s'approchaient. Madame Partridge s'exprima avec plus de sang-froid qu'elle ne l'était. L'agent Pike, obéissant au gond qu'il avait huilé, fit une faible silhouette dans l'embrasure de la sacristie, et se rappela sévèrement de ne pas sortir la tête comme un diable à ressort. Ils arrivèrent un par un. Madame Linton récupéra, avec une invention évidente, un mouchoir qu'elle jurait avoir perdu au concours des genoux noueux. Le colonel joua avec le cache-nez et le déclara inférieur. Les enfants s'agitèrent, furent chassés, s'agitèrent encore. L'air était paisible. Il est toujours paisible jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Alice arriva avec son père.
Le docteur Tranchard avait l'air grave. « Bonne idée, » dit-il à Miss Marple. Le regard d'Alice se porta sur la table, puis s'éloigna, comme s'il s'agissait d'un étang où elle n'osait pas se refléter. Michael Harcourt, arrivé en retard, comme le font les jeunes hommes qui souhaitent paraître calmes, se tenait à distance et surtout ne salua pas Alice immédiatement. Cela révéla à Miss Marple ce qu'elle soupçonnait. Le vicaire allait et venait, prononçant les paroles qu'il convenait. On le remerciait, on l'approuvait, on lui tapait dans le dos. Et malgré son sourire, il y avait une certaine raideur. Certains hommes plient sous le fardeau, d'autres deviennent plus eux-mêmes. Le vicaire, pensa Miss Marple, essayait de décider lequel il serait. C'était presque fini, et les biscuits avaient diminué, lorsqu'un événement insignifiant se produisit. Non pas insignifiant pour Miss Marple, qui l'attendait, mais insignifiant pour des yeux uniquement fixés sur le drame. Dans la presse près de la table, un éclat blanc apparut puis disparut. Personne d'autre ne l'aurait remarqué. Le scintillement d'un long gant, plié à plat, glissant entre les pages du magazine paroissial, à côté de l'avis d'objets trouvés. Une main experte en ordre accomplit l'acte. Une main gantée, ironiquement. Une main dont le propriétaire ne supportait pas les détritus. Miss Marple bougea juste assez pour voir le corps auquel ce geste appartenait. Pas Alice, le mouvement était trop assuré. Pas Madame Linton, elle exhibait tout. Pas Michael, il n'appartenait pas à ce langage ménager. C'était Madame Partridge. La femme du pasteur s'était approchée de la table avec un calme admirable. Elle avait demandé gentiment si quelqu'un avait réclamé le ruban. Avec un sourire agréable, elle avait ajusté la rangée bien nette des objets exposés, tandis que sa main droite, nonchalante et efficace, glissait un morceau de papier blanc plié dans le magazine aussi habilement qu'un moineau range la paille dans son nid. Elle ne regarda même pas sa main. C'est ainsi qu'on comprit qu'elle avait pris l'habitude. Miss Marple ne laissa rien changer à son visage. Elle fit un petit compliment sur le thé. Elle spécula avec Madame Hewitt sur la probabilité de pluie. Elle laissa la salle se vider par une marée calme. Lorsque les derniers retardataires arrivèrent à la porte, elle s'approcha très doucement de la table, tira le magazine paroissial et le laissa tomber plié dans sa main. Ce n'était pas le gant long, le gant spectaculaire et épouvantable. C'était son jumeau, ni taché, ni noué d'un ruban effiloché, blanc, fin, légèrement parfumé d'iris, comme s'il avait dormi des années dans un tiroir où la vulgarité était interdite. Le gant droit était resté dans la boîte à chaussures, celui-ci était le gauche. Miss Marple ne regarda pas vers la sacristie, où Pike respirait avec effort pour mieux se taire. Elle ne fit aucun geste vers Madame Partridge, qui avait posé sa théière avec un soin admirable, et s'occupait maintenant, avec le même soin, à aligner des tasses sur un plateau. Au lieu de cela, Miss Marple replia le gant dans le magazine et le déposa tranquillement sous la nappe, sur l'étagère inférieure où reposaient les assiettes de rechange. Puis, d'une voix qui ne porta pas plus loin que celle de la personne à laquelle elle s'adressait, elle dit « Ma chère Madame Partridge, auriez-vous l'amabilité, vous et Monsieur Partridge, de venir un instant dans le bureau? Il y a un petit sujet sur lequel votre avis m'importe. » Le vicaire, surpris mais obéissant, ouvrit la marche. Madame Partridge le suivit un peu trop vite. Pike, dont la silhouette était devenue aussi concentrée que celle d'un chat, s'aplatit comme un écolier qui espère passer inaperçu et échoue complètement. Dans le bureau du vicaire, qui sentait le reliure et les homélies, Miss Marple prit la chaise près de la fenêtre et joignit les mains. « Je vous demande pardon, » dit-elle, « pour ce qui peut paraître une liberté. Mais voyez-vous, j'ai été troublée, non seulement par ce qui a été trouvé sous vos lilas, mais aussi par ce qui n'y était pas. Un gant est un accident. 2 gants sont une intention. » Madame Partridge regarda fixement, et les petits muscles prudents de son visage travaillaient comme si elle essayait de maintenir l'ordre sur un plateau de thé qui avait commencé à glisser. « Je ne comprends pas, » dit le vicaire, la voix sincèrement affligée. « Que voulez-vous dire par 2 gants ?
Miss Marple le lui dit doucement. Elle n'accusa pas. Les accusations, avait-elle appris, durcissent la face des gens et empêchent la chose intérieure de transparaître. Elle décrivit plutôt ce qu'elle avait vu, le mouvement ordinaire, la main qui range, l'instinct mi-amour de la propreté, mi-terreur du désordre qu'aucune femme de ménage ne peut remettre en ordre. « Je crois, poursuivit Miss Marple d'une voix toujours aussi douce, que quelqu'un, il y a des années, a rangé les 2 gants. Mais un seul était taché. Le gauche, voyez-vous, serait la main qui porte l'anneau. Il porterait les marques d'une vie qui ne nous appartient pas entièrement. Le droit ferait l'affaire. Votre boîte dans le jardin contenait le gant droit, Madame Partridge. Aujourd'hui, vous avez apporté le gauche. » Madame Partridge émit un petit son, ni déni ni acquiescement, le genre de son qu'un tiroir bien rangé ferait s'il avait une voix, et si on lui demandait de contenir plus que sa mesure. Le vicaire les regarda tour à tour, perplexe et douloureux. « Marie ?» Elle respira très prudemment, comme le font ceux qui se demandent s'ils doivent se noyer ou nager. « Je l'ai trouvé, dit-elle. Ce matin, dans une malle. J'avais oublié. Non, ce n'est pas vrai. Je ne m'étais pas autorisé à me souvenir. Oublié, rappelé, dit doucement Miss Marple. Ce sont des cousins. Chacun fait ce qu'il faut pour s'en sortir. La tête de Pike, incapable de se retenir davantage, apparut à la porte du bureau. Le vicaire tressaillit. Madame Partridge, elle, resta immobile. Elle regarda Miss Marple avec une sorte de désespoir serein. « C'était avant notre arrivée ici, dit-elle. Quand Edmund, M. Partridge, vivait à Willowbrook, il y avait une fille, Lucy. Sa voix resta ferme, car les gens bien ne laissent rien se briser s'ils le peuvent. Elle était stupide. Une autre aussi. Ce n'était pas Edmund. » Elle prononça ces mots avec une loyauté soudaine et farouche qui fit que Miss Marple l'apprécia davantage. « Urgence à elle, dit Miss Marple de sa voix la plus douce. La bague en dit long. Edmund n'est pas urgence ? Non, dit Madame Partridge. C'était Edward Rowe. Il était vicaire à l'époque, charmant, faible comme le sont souvent les hommes charmants. Lucy était gentille. Il y avait des lettres. J'en connaissais. On sait ce genre de choses dans une maison. Je me suis dit que ce n'était rien. On se dit ce qui empêchera les tasses de thé de s'entrechoquer. Puis, en hiver, les lettres ont cessé. Lucy était partie. Les conversations, je pouvais les supporter, mais pas le gant. Elle ferma les yeux un instant, et lorsqu'elle les rouvrit, elle était parfaitement calme. Je l'ai trouvée dans le coffre de l'église où l'on garde les vieux vêtements. Tachés, mal cachés. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il traîne là, un reproche au milieu des aumônes. Alors je l'ai pris et rangé avec ses compagnons, et je les ai attachés avec un ruban, car c'est ainsi qu'on fait avec les choses qui ne devraient n'en pas être en vrac. Je me suis dit qu'un jour je les brûlerais, mais les gens bien élevés sont des lâches avec le feu chez eux. Et puis nous avons déménagé ici, et je me suis dit que les gants avaient disparu. » Miss Marple soupira, le soupir d'une femme qui a vu tant de courage. « Et maintenant, dit-elle, vous avez essayé de remettre les choses en ordre en les remettant en ordre. » Les mains de Madame Partridge reposaient silencieusement sur ses genoux. Quand le garçon a trouvé la boîte à chaussures, je me suis dit, si seulement je pouvais la reconstituer, si les 2 gants étaient réunis, alors peut-être ressemblerait-elle à une vieille paire de vieilles choses, et non à un fragment d'horreur. Le vicaire s'était assis sans s'en rendre compte. Son visage était passé de la perplexité au chagrin. « Mary, pourquoi ne m'as-tu rien dit ? » ?»« Parce que tu es bon, dit-elle simplement. Et les hommes de bien ne comprennent pas les petites choses par lesquelles les femmes empêchent la journée de s'écrouler. Ce n'est pas le rôle d'un mari de s'y connaître en caleçon. » Pike, dont la bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson respectable, retrouva sa voix. « Mais la bague ? La boîte près de la rivière ?» Miss Marple le regarda avec une patience bienveillante. « 2 mains n'appartiennent pas toujours à une seule personne, Monsieur Pike.
La première boîte contenait le gant droit, vieux sang, vieux papier, vieille honte. La seconde, rangée à la hâte près de la rivière, portait la bague et les lettres destinées à faire crier des noms à une histoire. Des esprits différents à l'œuvre, je crois. L'un a tenté de remettre de l'ordre dans une chose maléfique, l'autre cherche à rendre une vieille histoire à nouveau dangereuse. Demandons-nous à qui profite de l'agiter maintenant. La fille qui a disparu, dit Pike avec obstination. Lucy. La jeune fille disparue, répéta Miss Marple, a laissé un creux à l'endroit où elle se trouvait. Les creux ramassent les affaires des autres. Mais Lucy n'est pas là pour bouger, monsieur Pike. Quelqu'un de vivant, oui. Quelqu'un qui connaît les initiales, ER pour elle, et qui espère que le village choisira le mauvais L si on le lui demande. Lydia peut-être pour Bath, ou Eleanor pour Rowe, ou n'importe quel L qui fera l'affaire. Le vicaire parla à voix basse. Edward Rowe. Il est parti à Londres. On nous a dit qu'il s'était marié. C'est généralement le cas, dit Miss Marple. Le charme est une chose laborieuse quand il recherche le confort. Mais nous ne sommes pas à Londres. Nous sommes à Marlaycombe, et Marlaycombe a trouvé un gant. Il faut y faire attention. Elle se leva lentement. Madame Partridge, permettez-moi de garder le gant gauche une journée. Il sera plus en sécurité avec moi que dans n'importe quel tiroir qui vous connaît. Les yeux de Madame Partridge s'emplirent. Non pas de larmes, elles avaient toutes coulé depuis longtemps, mais d'une sorte d'abandon. Oui, dit-elle. Pike se gonfla de nouveau, distancé mais refusant d'être laissé en arrière. Et je vais parler au comté, du curé, de Londres, Sa voix s'éteignit devant le regard de Miss Marple, moins réprobateur que posé. Faites-le, dit-elle doucement. Et demandez aussi qui a trouvé la deuxième boîte en premier, avant que les petits pas bruyants de Harry Briggs n'y arrivent. Les enfants découvrent ce que d'autres ont laissé imparfaitement caché. Elle se tourna vers le vicaire. Vous prêcherez la miséricorde demain, monsieur Partridge. Cela nous fera du bien. Et il y a une petite lettre à écrire ce soir à Bath, je crois. À Bath répéta Pike d'une voix vide. À tante Lydia, dit Miss Marple, qui n'a rien à voir avec tout ça, je pense, si ce n'est que son nom commence par un L, et parce qu'une jeune femme anxieuse et honnête pourrait bientôt avoir besoin de la bienveillance inébranlable d'une femme plus âgée. Elle regarda la femme du pasteur. Et peut-être vous aussi, ma chère. Ils retournèrent ensemble dans le hall. Il ressemblait à celui des halls après le thé, inoffensif, un peu couvert de miettes, les chaises à moitié de travers. Les gens sortaient en groupe, parlant déjà d'autre chose. Miss Marple, tenant son réticule avec la légèreté de quelqu'un qui ne porte rien du tout, s'arrêta près de la table des objets trouvés et contempla sa simplicité avec satisfaction. Les filets, bien lancés, ne ressemblent pas à des filets. Ils ressemblent à de l'eau calme. En sortant dans la douce soirée, elle aperçut Alice et Michael à la porte de l'église. Ils se tenaient côte à côte, sans se toucher, parlant trop vite et trop bas. Michael leva la tête et aperçut Miss Marple. Son visage exprimait l'expression de quelqu'un qui a pris une décision et qui hésite à la prendre. « Bonsoir », dit Miss Marple comme si elle saluait deux jeunes gens de n'importe quel siècle. Elle ajouta en passant à Alice « Je trouve que ta tante Lydia a une écriture très sensée. Le papier crème lui va bien. » Alice émit un petit bruit, surprise, et en dessous, soulagement. Miss Marple continua son chemin. Derrière elle, les cloches sonnèrent d'une note aimable, comme pour annoncer que l'heure était venue. Dans son cottage, elle rangea le gant de sa main gauche dans un tiroir peu profond et le recouvrit d'une serviette en lin plié. Puis elle se rassit à son bureau et commença, avec la même écriture courte et claire, une lettre adressée à une vieille connaissance londonienne qui, par gentillesse et par habitude de précision, avait autrefois tenu un registre des curés et de leurs curés plus précis que celui de l'archidiacre. Le filet avait été jeté. D'après son expérience, il ne faudrait pas longtemps avant que quelque chose ne s'y jette, incapable de s'en empêcher. Chapitre 8. Ce que savaient les gants.
Ils se retrouvèrent dans le salon du presbytère le dimanche soir, après le départ des derniers paroissiens et le passage de la lumière dorée sur le tapis. Madame Partridge était assise très droite, les mains jointes avec cette propreté presque pieuse qui ne lui avait jamais fait défaut jusqu'à cette semaine. Le révérend Partridge se tenait devant la cheminée, humble et bienveillant. Le docteur Tranchard prit une chaise près